Nous accueillons maintenant Maxime Pantaroto, qui est chargé de mission Life Eau et Climat au syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, le SMEAG. Nous l'avons contacté pour nous faire un retour sur voilà, la prise en compte du risque d'inondation donc en vallée de Garonne, et particulièrement pour qu'il nous fasse un retour enfin, du moins un retour d'expérience, mais surtout son avis sur les solutions fondées sur la nature, donc sur ces questions de risque d'inondation sur la vallée de la Garonne. Alors, diapo suivante, on voit que le territoire du SMEAG est beaucoup plus vaste en fait que la Garonne girondine, comme on la nomme chez nous dans le département. Donc, on va se concentrer, nous, vraiment sur notre département, et il va nous apporter différentes informations à ce sujet. Donc, pour commencer, Maxime, bonjour. Bonjour. Comment est envisagé le risque d'inondation sur la Garonne girondine, notamment à travers les tapis électriques? Du coup, donc moi, Maxime Pantaroto, je travaille au SMEAG et je suis animateur sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la vallée de la Garonne. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de cet outil, le SAGE, donc comme on l'appelle, c'est un outil de planification qui est élaboré par la Commission locale de l'eau. Donc c'est un collège qui réunit des représentants de l'administration publique, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des différents usagers de la ressource en eau. Et donc le SMEAG est la structure porteuse du document qui va mettre en œuvre toutes les orientations qui figurent dans le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE. Le volet inondation, c'est l'un des... il figure dans certaines dispositions du SAGE, j'y reviendrai plus en détail au cours de ma présentation. Il s'articule également avec les différents PAPI, donc Programmes d'action de prévention des inondations, qui sont portés tout au long de la Garonne. Donc là, vous avez une carte qui vous représente en bleu les différents périmètres de PAPI tout au long du corridor fluvial, donc le périmètre du SAGE de la vallée de la Garonne. Et le SMEAG porte donc un PEP, un programme d'études préalables à un PAPI, sur le territoire donc, de la Garonne girondine. Donc entre un PAPI porté par le SMIDEST, qui est le PTB qui se situe sur l'estuaire de la Gironde, et le PAPI de Tonneins-Marmande, qui est porté par l'agglomération Val-de-Garonne Agglomération. Lorsqu'on resserre sur le territoire du PEP au PAPI Garonne girondine, pour mieux caractériser le risque d'inondation. Il concerne 58 communes, 58 communes qui sont principalement concernées par un risque de débordement de cours d'eau et un risque de ruissellement sur la partie des coteaux. Risque de ruissellement qui n'est à ce jour pas encore pris en compte dans le PEP, mais c'est une réflexion qui vise à intégrer les communes concernées dans le futur PAPI. Donc il y a 58 communes regroupées autour de 6 EPCI, Réolé Sud-Gironde, Convergence Garonne, Porte d'Entre-deux-Mers, Montesquieu et un petit bout de Bordeaux Métropole. Et il concerne donc le fleuve Garonne et tous les affluents qui se situent en rive droite et en rive gauche. Lorsqu'on regarde les différents enjeux sur le territoire du PEP, on voit qu'il y a environ 24% du territoire qui est en zone inondable, et donc 10 000 habitants, dont 2 000 qui ne font pas l'objet de protection, bien qu'on recense 31 digues qui sont en cours d'organisation en système d'endiguement, donc 14 systèmes potentiels, donc les collectivités membres les collectivités porteuses d'action dans le cadre de ce projet de PEP sont en train d'envisager les différents scénarios pour pouvoir se positionner sur les niveaux de protection associés à ces systèmes d'endiguement. On voit que c'est un territoire à vocation quand même agricole, avec une centaine d'exploitations agricoles, des entreprises également, 133 avec des entreprises ICPE et des établissements qui accueillent du public, donc des établissements sensibles, une quarantaine. Aujourd'hui, donc l'objet de la présentation, ce sera davantage de s'intéresser à l'articulation entre risque d'inondation et aménagement, urbanisme. Dans le PEP, il y a un axe, l'axe 4, qui est dédié à cette problématique-là.
Il est porté par 3 EPCI et ces 3 EPCI entreprennent actuellement un travail pour Convergence Garonne et Réolé Sud-Gironde pour intégrer un volet eau qui identifie les enjeux en zone inondable dans leur démarche d'élaboration de PLUI qui est en cours. Il y a également un projet d'atlas des zones inondables qui est porté par la collectivité de Montesquieu, qui vise à mieux s'approprier l'enjeu au niveau communal en agrégeant toutes les connaissances réglementaires et autres autour de la question de l'eau et plus spécifiquement des inondations avec par exemple des zones de ruissellement qui pourront être identifiées. Du coup, Maxime, donc on a bien vu effectivement qu'il y a cette problématique d'eau et d'urbanisme. Pour toi, quelles sont les synergies importantes dans ce domaine d'un point de vue technique, surtout qu'on est dans un contexte, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises là, depuis le début, dans un contexte d'urbanisation grandissant. Et puis, ça va sans dire, je pense que tu vas aussi rebondir certainement sur la question de la préservation des sols vivants, des zones humides, et comment, à travers une stratégie foncière adaptée, on peut essayer d'adapter le territoire aux risques d'inondation. Là, j'ai d'abord présenté, on va dire, le volet le plus opérationnel dans le cadre du PEP que l'on accompagne avec le SMEAG, mais on anime avec le SAGE Vallée de la Garonne, qui est également porté par le SMEAG, une démarche eau aménagement urbanisme qui vise à renforcer les synergies entre ces 3 dimensions, puisque sur notre territoire, comme beaucoup de territoires en France, il y a un constat d'artificialisation des sols qui est assez important. Là, je suis allé sur le portail de l'artificialisation des sols qui est développé par le ministère et j'ai identifié donc un tableau de bord dynamique qui est très bien fait, qui vous permet d'identifier les différents EPCI donc de la Garonne girondine. Et on voit que sur 10 ans, en moyenne, il y a l'équivalent de 275 terrains de foot qui ont été artificialisés, donc à un rythme à peu près constant. Et c'est sur cet enjeu-là, plus spécifiquement, qu'on va travailler dans le cadre de l'animation thématique donc EAU, comme on l'appelle, au aménagement urbanisme. Et donc cette artificialisation au détriment, bien sûr, des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc l'artificialisation, c'est vraiment convertir des sols naturels, agricoles ou forestiers au profit de sols urbains et donc dégrader les fonctions naturelles qui sont associées à ces sols. Donc là, il y a un petit schéma qui vous représente de façon très schématique les impacts de l'urbanisation sur le bon état écologique des ressources en eau et des milieux naturels. L'urbanisation, le principal effet qu'elle va avoir, ça va être l'imperméabilisation des sols, qui va augmenter les ruissellements et donc les débits de pointe, qui va renforcer l'incision du lit de la Garonne donc sur notre territoire, puisque ça va limiter les apports à la rivière, ça va fragiliser les berges, et ces 2 phénomènes en parallèle vont augmenter la fréquence des inondations, parce que ça va déréguler le fonctionnement naturel de la rivière. Ça va également avoir une baisse de l'alimentation en eau dans les sols, donc une baisse de l'infiltration de l'eau dans les nappes, ça va concentrer les polluants, et sans s'étaler ensuite sur le volet usage, ça va également impacter la qualité de l'eau qui va être ensuite traitée pour l'alimentation en eau potable. Donc là, je vous reprends un schéma qui a été adapté, repris dans un guide qui a été élaboré par la métropole de Lyon. J'ai mis plusieurs liens à la fin de la présentation vers lesquels vous pourrez trouver les sources des différents documents. Ce qu'il faut retenir en gros de ce schéma, c'est que plus plus un sol est imperméabilisé et plus la capacité d'infiltration des eaux de précipitation dans ce sol est réduite. Et on voit qu'entre un sol naturel et un sol très imperméabilisé en ville, on passe de 25% d'infiltration à 5%. Donc le ruissellement n'en est que plus important de facto. Donc le SAGE, je vous le disais en introduction, qui est porté par la Commission locale de l'eau de la vallée de la Garonne, il identifie dans son plan d'aménagement et de gestion durable différentes dispositions
Et ces dispositions s'appliquent au SCOT par rapport de compatibilité. Donc ces différentes dispositions, elles mettent l'accent sur notre territoire, sur les zones d'expansion de crues, sur les espaces de mobilité du fleuve et sur la préservation des zones humides, pour s'appuyer sur les écosystèmes et donc s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature pour limiter le risque d'inondation. Concrètement, ça se traduit par de façon stratégique dans les SCOT, par donc les atlas de biodiversité qui recensent correctement les zones humides existantes de façon à mieux pouvoir les préserver. Ça recense les différents réservoirs de biodiversité et les trames vertes et bleues. Ça recense les zones inondables, les zones d'expansion de crues, de façon à pouvoir les préserver, voire restaurer de potentielles nouvelles zones d'expansion de crues. Et ça permet de mieux prendre en compte l'espace de mobilité des cours d'eau dans l'aménagement. On fait également un focus sur la question de la gestion des eaux pluviales dans le SAGE, puisque au-delà des dispositions donc, qui visent à limiter le ruissellement, favoriser l'infiltration des eaux pluviales en milieu urbain et périurbain, parce que c'est les zones les plus sensibles, on a également, le SAGE a également élaboré un règlement qui s'articule autour de 2 règles qui sont opposables au tiers. Donc là, c'est une valeur juridique. Et l'une de ces règles vise à limiter les phénomènes de ruissellement des eaux de pluie. Donc ça concerne tous les projets IOTA, ICPE qui ont lieu sur le périmètre du SAGE. Donc là, c'est une activité, on va dire, plus réglementaire que l'on fait. On est consulté en tant que, la clé est consultée pour donner un avis sur tous les projets d'aménagement qui ont lieu sur son périmètre. Donc là, on peut vraiment faire passer les messages du SAGE en rendant des avis. Et sinon, on fait un accompagnement auprès des différents porteurs de SCOT, comme précédemment pour la question des inondations, en identifiant des orientations stratégiques dans les SCOT, préconiser la réalisation de schémas directeurs de gestion des eaux pluviales ou à minima des zonages pluviaux, favoriser la gestion alternative des eaux pluviales, diminuer l'artificialisation des sols, renforcer les espaces végétalisés dans le tissu urbain et globalement, armer, on va dire, davantage le volet eau des SCOT. Alors, Maxime, quelles sont les actions développées spécifiquement par le SAGE pour accompagner les élus et les techniciens dans l'intégration justement de ces enjeux en matière d'aménagement du territoire? Du coup, au-delà de ce que j'ai pu dire précédemment, ce travail réglementaire de porter à connaissance auprès des porteurs de SCOT, on souhaite également aller s'attaquer maintenant aux structures porteuses de PLUI pour faire en sorte que les messages qui sont préconisés dans le SCOT soient également concrètement mieux appropriés à une échelle infra. On propose des notes d'enjeux, on fait l'instruction des dossiers, comme je le disais, mais on fait également de l'animation, beaucoup d'animation. Il y a 2 ans, on a organisé un colloque eau, aménagement, urbanisme qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. On fait également des ateliers en collaboration avec les animateurs des SCOT, où on invite les élus à venir se promener au bord de la Garonne pour leur expliquer, les pieds dans l'eau, si j'ose dire, quel est le rôle de la Garonne et comment ces fonctions écologiques peuvent être mises à profit pour réduire le risque d'inondation. On fait la même chose en ville, on explique avec des balades urbaines comment est-ce qu'on peut repenser les aménagements urbains pour intégrer davantage de végétalisation. On propose aussi différents outils, donc un guide au aménagement urbanisme qui a été élaboré avec 18 structures différentes, donc les agences de l'eau, les syndicats GEMAPI, mais également les acteurs de l'aménagement. Cet outil, il vulgarise, on va dire, de façon un petit peu plus digeste le SAGE, qui est un gros document de plus d'une centaine de pages qu'on a réussi à synthétiser dans ce guide au aménagement urbanisme en une dizaine de pages. Et on a élaboré également un outil d'aide à la décision qui est en ligne, accessible à partir du lien qui figure sur la diapositive sur le site du SAGE Garonne, qui permet donc je crois que sur la diapositive suivante, il y a un schéma qui explique un peu le fonctionnement. Voilà, il y a 2 entrées possibles. On peut soit entrer lorsqu'on a un acteur de l'eau par l'entrée eau et donc là, avoir une lecture des dispositions relatives à l'urbanisme et l'aménagement dans le SAGE, soit rentrer avec une approche urbaniste et donc là, on rentre dans le SAGE
à partir des thèmes qui sont plus familiers aux aménageurs, donc gestion des eaux pluviales, végétalisation, voilà, et j'en passe. Et du coup, ça doit permettre aux différents acteurs de mieux s'approprier le contenu du SAGE pour, in fine, mieux traduire toutes les points de vigilance qu'on a identifiés dans les documents d'urbanisme. On produit également plusieurs données, des données donc, qui ont uniquement une valeur informative. Ici, j'ai représenté la carte des zones d'expansion de crues qu'on a identifiées sur le périmètre de la Garonne girondine. C'est une cartographie qu'on a élaborée et qui permet d'identifier des zones, donc des ZEC, des terrains qui sont favorables, non favorables, peu favorables à l'utilisation de parcelles en zone d'expansion de crues. Donc, il y a une notice qui accompagne ces données. Voilà, ces données d'espace de mobilité fonctionnelle du fleuve qu'on a également produit à partir de scénarios d'inondation, à partir de données d'occupation des sols. On a pu identifier quel était l'espace nécessaire à la Garonne pour se comporter de façon fonctionnelle. Cet espace, il permet, donc il a une valeur informative uniquement, mais il permet aux acteurs de l'aménagement de mettre en discussion le fleuve et de mieux comprendre de quelle façon le fleuve peut impacter des territoires à enjeu. Là, on voit pas très bien, donc on est sur la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers, et on voit que il y a une petite partie qui est urbanisée et qui se situe dans l'enveloppe jaune, donc, qui est l'espace de mobilité fonctionnelle. Donc, pour le coup, ces données-là, comme je disais, elles font l'objet d'une expérimentation sur un territoire qui se situe plus en amont, le syndicat mixte Garonne-Amont, pour mettre en discussion donc, ces données et passer de l'espace de mobilité fonctionnelle à un espace de mobilité admissible. Donc, on va essayer de développer avec eux des principes de concertation qui pourront ensuite être répliqués aux autres territoires pour intégrer cette dimension-là dans les documents d'aménagement. Alors, juste avant de passer sur la question suivante, j'avais une question en ligne à ton attention. D'un côté, on demande de densifier et de l'autre, de limiter l'imperméabilisation. Comment concilier les deux? Du coup, effectivement, c'est une problématique, étant donné que notre territoire, il est particulièrement, dans les différentes projections démographiques, il est particulièrement sensible à l'augmentation de la population. Donc, on est confronté à effectivement l'accueil de ces populations, savoir où les positionner. Je pense qu'il faut réussir à identifier des zones qu'on va dédier à l'urbanisation et il faut faire en sorte de préserver une cohérence dans les zones naturelles. Donc, réussir à les articuler et en ça, le concept de trame verte et bleue est très pertinent. Réussir à faire des zones qui soient cohérentes, pas juste sanctuariser des espaces qui, en créant des îlots de nature, vont progressivement s'appauvrir parce que ce qui fait la richesse en fait et la fonctionnalité de ces écosystèmes, c'est le fait qu'ils soient rattachés au reste en fait des espaces naturels. Donc, c'est des choix d'aménagement qu'il faut réfléchir territoire par territoire, arbitrer ensuite politiquement. Donc ça, c'est des données qu'on porte à connaissance et ensuite, c'est aux élus, encore une fois, de s'en saisir et de acter des politiques d'aménagement. Voilà, mais ça me fait une bonne transition du coup pour la dernière question. Par rapport à tout ce que tu viens de nous présenter, effectivement, toujours dans ce contexte de changement climatique, du coup, les solutions fondées sur la nature semblent être une stratégie d'adaptation. Est-ce que tu peux développer ces idées-là? Oui, alors avant de parler plus directement du concept de solution d'adaptation fondée sur la nature, je voulais revenir sur le changement climatique. La principale manifestation du changement climatique, c'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'Agence de l'eau, elle a déjà noté dans son plan d'adaptation au changement climatique que entre 1960 et 2010, le territoire du bassin Adour-Garonne a expérimenté une augmentation moyenne des températures de plus 1 degré par an. En 2050, on vise plus de degrés, voire plus 5 degrés dans le scénario le plus pessimiste vers lequel on a tendance à se diriger. Sauf que tout ça, c'est une moyenne annuelle.
Et ça masque des pics en fait également d'augmentation de température. Météo France estimait qu'avant 1989, on expérimentait en moyenne 2 jours de vagues de chaleur par an. Depuis 2000, on expérimente jusqu'à 8 jours de vagues de chaleur par an. Et ça va en augmentant. Donc le problème avec cette augmentation de la température atmosphérique, c'est qu'elle va intensifier le cycle de l'eau. Concrètement, ça veut dire que ça va augmenter l'évaporation et donc ça va augmenter la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Sauf que l'atmosphère, une fois qu'elle est remplie de vapeur d'eau, à un moment donné, il faut qu'elle précipite pour l'évacuer. Et ces précipitations, elles ont tendance à être beaucoup plus disparates, irrégulières, et elles ont tendance à notamment se produire de façon variable au cours de l'année, notamment davantage pendant la période hivernale et printanière. J'ai mis quelques éléments également du GIEC qui expliquent que le changement climatique a augmenté la fréquence et l'intensité des épisodes de fortes précipitations depuis les années 1950. Donc, c'est scientifiquement prouvé. Et ensuite, j'ai mis quelques données plus économiques, puisque j'ai une formation économique de base, d'économiste, de la Caisse centrale de réassurance, donc le réassureur national, qui en 2018 évaluait donc, dans un scénario RCP 8.5, donc ça correspond à un scénario de pessimiste, un scénario de réchauffement climatique pessimiste. Donc à l'époque, on l'envisageait à plus 4 degrés, mais je vous le disais, on table désormais plutôt sur du plus 5 degrés. Que à l'horizon 2100, si le changement climatique se produisait aujourd'hui, donc avec caractéristiques socio-économiques telles qu'elles étaient en 2018, les pertes annuelles moyennes liées aux inondations augmenteraient de 38%. Et 50% du fait des ruissellements, donc on voit que c'est un risque émergent qui a tendance à être assez prégnant, et 24% pour les débordements de cours d'eau. Donc le concept de SAFN, c'est un concept qui a été élaboré par l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un concept qui dit qu'une solution est fondée sur la nature si elle permet soit la préservation d'écosystèmes fonctionnels, soit l'amélioration de la gestion durable d'écosystèmes utilisés par les activités humaines, soit la restauration d'écosystèmes dégradés. Ce concept, il n'est pas uniquement à vocation, enfin, il ne doit pas uniquement être pris en main par les acteurs de la biodiversité, mais par n'importe quel porteur de projet, puisqu'il vise justement à concilier la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique dans les projets. Donc, c'est simplement essayer d'instiller un changement de paradigme en amenant les porteurs de projets à se questionner sur l'intérêt des services rendus par la nature et en tirer profit au maximum lors de l'élaboration de leurs projets. Donc voilà, je vous ai mis des liens qui permettent de mieux creuser cette question des solutions d'adaptation pour la nature. Donc il y a 8 critères qui ont été définis par l'UICN pour qualifier une solution fondée sur la nature. Et il y a tout un référentiel d'indicateurs qui existe justement pour pouvoir, en fonction des services rendus par la nature, savoir comment suivre l'efficacité, suivre la mise en œuvre d'un projet pour justement attester de l'efficacité de ce type de solution. Dans le cadre du projet Life Artisan, donc, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, le CEPRI, le Centre européen de prévention du risque d'inondation, donc qui est spécialisé dans la prévention du risque d'inondation, a rédigé ce guide, donc guide SAFN Artisan, qui fait un focus sur les SAFN dédiés à la prévention des risques d'inondation. Et il les classe en fonction des types d'aléas d'inondation, donc par débordement de cours d'eau et par aléas de ruissellement. Il y a également par remontée de nappe et tous les autres submersions marines, tous les autres types d'aléas d'inondation. Et donc, les solutions, en fait, on les connaît, hein, mais c'est toujours bien de les rappeler. Quand il s'agit de prévenir des inondations, le mieux, c'est d'améliorer l'écoulement amont-aval, donc favoriser le fonctionnement de la rivière en travaillant le reméandrage, en restaurant le lit mineur qui parfois, je le disais, peut s'inciser du fait de certains déficits liés aux obstacles à la continuité. En fait, lorsqu'on met en place des seuils, des barrages, on retient les sédiments, du coup la rivière se creuse
et l'eau ne permet plus d'atteindre les berges. Du coup, les berges s'effondrent. Ça empêche les milieux humides qui sont connectés à ce milieu-là d'être fonctionnels puisqu'ils vont s'assécher. Et donc, c'est tout un effet cascade ensuite sur le reste de l'écosystème. Les SAFN concernent l'aléa ruissellement. Elles concernent donc principalement l'infiltration, donc améliorer la qualité des sols cultivés lorsqu'on parle de sols agricoles pour favoriser l'infiltration de l'eau, parce qu'on sait que des sols dégradés, c'est des sols qui ont une rétention hydrique moins élevée. Désimperméabiliser en ville lorsque on est sur des territoires qui empêchent l'eau de s'infiltrer donc à la parcelle. Et ensuite, il y a des SAFN plus spécifiques qui permettent de réduire la vitesse, les volumes d'écoulement, donc en végétalisant. Et peut-être juste avant de vous présenter donc deux retours d'expérience de solutions fondées sur la nature qui ont été élaborées sur le périmètre du SAGE. Rappelez également que les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est un petit peu, c'est un concept qui paraît comme ça nouveau, mais en réalité, je vous le disais, il s'appuie sur des solutions qu'on connaît et qu'on devrait mettre en œuvre dès maintenant, puisqu'elles sont qualifiées de solutions sans regret. Des solutions sans regret, c'est des solutions, selon le GIEC, qui visent à s'appuyer notamment sur les services rendus par la nature. Donc, je vais passer à ce retour d'expérience. Gestion alternative des eaux pluviales à Portée-sur-Garonne. C'est encore la diapositive précédente, Annabelle. Voilà. Portée-sur-Garonne, c'est une commune de Haute-Garonne. Cette commune a choisi donc faisait face à des problèmes d'inondation par ruissellement liés notamment à des problèmes de surcharge du réseau pluvial. Donc, elle a fait appel au syndicat Sivom-Sage, donc le syndicat porteur de la compétence GEMAPI sur son territoire, pour élaborer un projet alternatif à la solution hydraulique qui lui était proposée par le bureau d'études pour traiter justement de ce problème-là. Et donc, elle a appliqué 4 principes de gestion des eaux pluviales, à savoir la déconnexion du quartier concerné du réseau d'eau pluviale. Elle a abandonné les avaloirs et les réseaux enterrés. Elle a mieux géré les eaux pluviales localement, donc en favorisant l'infiltration à la parcelle. Et elle a développé pour cela 8 espaces de collecte, donc des espaces qui s'articulent autour de 3 bassins, qui ont été désimperméabilisés et végétalisés, et 5 nous. Donc j'ai mis quelques photos. Voilà, en bas à gauche, vous avez l'un des bassins qui permet donc l'ensemble des bassins permet de retenir environ 500 mètres cubes d'eau, et on a estimé qu'il y avait un temps d'infiltration nécessaire d'environ 10 heures pour permettre à l'eau de s'infiltrer totalement. Et donc vous avez également des photos de nous. Donc les nous, voilà, ce sont des espèces de petites coulées vertes sur lesquelles on plante des arbres, on désimperméabilise pour permettre à l'eau d'être réceptionnée dans une cuvette et de s'infiltrer progressivement. Avant ça, il y avait un trottoir qui était totalement urbanisé et donc sur lequel l'eau ruisselait avant d'aller rejoindre le système d'évacuation des eaux de pluie, et donc qui venait à surcharger le réseau et à déborder. Donc c'est un projet qui a été financé à moitié par l'agence de l'eau et à hauteur de 10% par le conseil départemental pour un montant total de 200 000 € hors taxe. C'est sur la même commune. C'est un projet similaire, mais qui a été conduit sur un autre quartier. Donc, celui-ci pour un montant plus élevé, avec donc une participation plus élevée également de l'agence de l'eau à hauteur de 70%, toujours le conseil départemental, toujours les mêmes acteurs. Là, il s'agissait de créer un nouveau bassin d'infiltration, donc cette fois-ci d'un volume de 1400 mètres cubes, mais un bassin multi-usage, donc qui intégrait une composante biodiversité, donc un bassin sur lequel le temps de rétention de l'eau allait être plus long pour favoriser l'émergence d'une zone humide, et une autre partie plus loisir, c'est-à-dire qui va procurer des aménités paysagères à travers le nouvel espace végétal qui va être créé dans le quartier.
Et mon collègue donc, qui est chargé de l'animation au aménagement urbanisme sur le Sage, a eu l'occasion d'aller faire une enquête de terrain auprès des habitants une fois l'installation de ces projets. Et la majorité des habitants se déclaraient satisfaits puisque le projet permet de pallier à des crues, à des inondations d'occurrence vingtenales. La question des zones humides qui pouvaient peut-être être perçues comme vectrices de moustiques ou autres n'a pas été soulevée. Donc les aménagements étaient totalement intégrés au quartier et les habitants se déclaraient globalement satisfaits du côté paysager en fait qui a été développé grâce à ce type de solution. Dernier exemple, alors celui-ci, il concerne peut-être moins le risque d'inondation, mais j'ai souhaité le mettre parce que il a été identifié par la référente régionale projet Life Artisan, qui fait la promotion du concept de SAFN. Donc il y a des référents régionaux dans toutes les régions de France, qui a retenu donc ce projet-là comme étant une SAFN. Alors, ce projet il a un long historique puisqu'il a été porté initialement par la Fédération de pêche de Gironde, qui a porté un contrat Natura 2000. Donc, on a accompagné la Fédération de pêche à l'élaboration de ce contrat Natura 2000. Il visait initialement à réouvrir des habitats humides donc en bleu, juste au-dessus de la Garonne, dont une prairie qui était entretenue par un éleveur local. Cet éleveur, on lui a proposé de se réinstaller sur la parcelle donc en verte dans le cadre d'un deuxième appel à projet qui a permis à la commune donc, de Saint-Macaire donc d'étendre une zone de pâturage et de développer en parallèle un sentier pédagogique pour expliquer à la population locale l'intérêt justement de ce type de solution, de redonner des espaces à la nature et d'expliquer comment cette occupation pouvait être également partagée avec une activité économique. En l'occurrence, c'était l'installation d'un moutonnier qui faisait un élevage donc extensif. En parallèle, on a également répondu à un appel à projet avec la commune pour convertir 3 hectares de maïs en prairies entretenues par pâturage, ce qui permet au moutonnier également de délocaliser son troupeau sur cette parcelle un petit peu plus en amont pour prévenir des risques d'inondation. Et ce projet a été récompensé par l'Office français de la biodiversité du Grand Prix Natura 2000 en 2021. Donc c'est un projet qui, au total, était... alors là, il n'y a pas les bons chiffres associés sur la diapositive, je crois. Mais c'était pas tant le premier contrat Natura 2000, il avait une valeur de 32 000 euros parce qu'il y avait des travaux de génie écologique. Il portait sur 5 ans. L'appel à projet, il avait une valeur de 50 000 euros. Là encore avec des financements à 75% de la région. Et le deuxième contrat Natura 2000, il est d'une valeur de 7 800 euros sur 4 ans, avec des financements européens à 50% et des financements de la part de l'État à hauteur de 27%, donc 20% d'autofinancement restant. Le projet a été récompensé justement pour sa capacité à articuler plusieurs politiques publiques, plusieurs acteurs, prendre en compte des usages à la fois à une échelle présente mais à une échelle future, puisque l'installation du moutonnier, qui initialement était peut-être tributaire des aides, des subventions publiques pour mettre en place l'installation, a également fait l'objet d'un accord avec la collectivité qui s'y retrouvait puisqu'elle n'avait plus besoin d'entretenir ces terrains, donc elle pouvait financer l'installation du moutonnier à la place. Et donc tout le projet a été pensé sur, comme disait le monsieur précédent, à différentes échelles, que ce soit spatiale, temporelle, différentes échelles de politique publique. Et c'est ce montage, on va dire, qui a permis de faire émerger ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'une SAFN. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Alors, pour conclure, donc, tu as une diapo effectivement avec tous les liens en complément de ton intervention. Moi, je voulais juste reprendre un mot qui me paraît, une notion qui me paraît importante de ce que tu as dit. Et ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut très bien dédier des territoires qui vont servir de zone tampon en quelque sorte aux inondations. Et même si on les dédie, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas y développer des usages, comme tu l'as montré très justement, d'autres usages
économiques, d'activités de loisirs, etc. Ça n'est pas du tout bloquant, je dirais, pour la vie et l'aménagement du territoire au sens des activités. Alors, je te remercie encore une fois, Maxime.